Je vous propose d'écouter maintenant Anne-Marie Roussel. Elle est professeure en biochimie depuis, je m'excuse de dire, fort longtemps. Vous n'étiez pas né, probablement. On va dire ça. Pour une fois, on peut le dire. Oui. Ça fait beaucoup d'années et c'est bien. Oui. Elle le prend pas mal. Oh, bah. Voilà, elle a ouvert la voie, on en parlait hier soir. Évidemment, pour nous, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire ce type de réunion parce qu'il y a des dames comme Anne-Marie Roussel qui ont ouvert la voie. Oui. Et surtout... Merci. Ouais. Et surtout, si j'ai un message, puisqu'on est aujourd'hui tous ensemble avec la même envie, c'est l'envie de vivre et d'être ensemble, si quand vous arriverez à la retraite, ne vous arrêtez pas, faites quelque chose qui vous intéresse, restez tous ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on continue à être debout. Sinon, c'est foutu. Ouais. Ouais. Alors, ceci étant dit, Jean-Loup, aujourd'hui, alors d'habitude, je vous parle de biochimie, enfin dans les scoops qu'on a pu avoir ensemble, les Zooms, je parle de biochimie, de choses un peu compliquées, de mécanismes, de régulation. Et là, on a choisi, et il y a plusieurs semaines, hein, c'était il y a plusieurs mois, je dirais même, de vous parler des aliments ultra transformés. Et je ne pensais pas, quand on a choisi ça au printemps, que ça allait avoir un tel écho ces derniers mois. Il y a même eu des émissions télévisées que vous avez peut-être suivies. Il y a eu beaucoup de choses qui sont dites là-dessus, parce qu'il y a un réveil. Et je voudrais quand même compléter ce qu'a dit tout à l'heure Pénélope. Je suis d'accord avec elle que la nutrition, c'est la joie. Manger ensemble, choisir quelque chose qu'on aime, se faire plaisir, mais pas manger n'importe quoi. Même si vous avez envie de manger un bon hamburger, faites-le, mais n'allez pas chez McDo. Trouvez quelque chose de mieux. Voilà. Bon. Ben oui. Donc, vous voyez, j'ai choisi un titre avec un mot qui est le mot qui blesse, l'industrialisation des aliments. Est-ce que nous ne sommes pas allés trop loin ? Et je crois que ce n'est pas être grand clair que de dire oui, on est allé trop loin. Il est grand temps de s'informer et de savoir de quoi on parle. Alors, est-ce que ça passe ? Non, ça passe pas là-haut. C'est bien là que j'appuie, oui, c'est là. En fait, c'est là que ça ah, il faut que j'aille ici. Oui, je sais bien. Donc c'est ici qu'il faut que j'appuie. Non, de l'autre côté, à droite. Ah, c'est dans ce... Ah bon, c'est dans ce sens-là. Ok, bon. Donc, ça y est, c'est parti. Je vous apprendrai rien en vous disant que la nutrition, la façon de se nourrir, fait partie des facteurs soit de longévité, soit au contraire de vulnérabilité à un certain nombre de pathologies. Et en ce qui concerne ce qui aujourd'hui nous intéresse, en ce qui concerne les cancers, vous le voyez, le CIRC, là, le Centre international de recherche sur le cancer, a placé l'alimentation en 3e position, après le tabac, après l'alcool. Alors le tabac, on peut s'en passer, en tout cas on essaye, l'alcool aussi, manger, non, nous sommes des animaux qui mangeons tous les jours. Donc c'est un facteur extrêmement important. On a beaucoup identifié des facteurs alimentaires qui correspondent à un certain nombre de cancers. On sait que l'alcool, c'est tout ce qui correspond au tractus, à la bouche, au pharynx, etc. Tout ce qui est œsophage, c'est plutôt le surpoids, l'obésité, tout ce qui est cancer colorectal aussi, donc la partie plus basse. On sait aussi qu'un certain nombre d'aliments comme le sel ou les viandes sont des facteurs favorables, mais on ne nous a jamais beaucoup dit ce qui se passait avec les aliments industrialisés, avec les aliments ultra transformés qu'on appellera maintenant AUT, c'est aliments ultra transformés. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors comment définir un aliment ultra transformé ? C'est un produit alimentaire qui peut être un plat cuisiné, qui peut être un produit, une matière première ou une boisson, et qui est purement, mais alors purement, le produit de l'industrie agroalimentaire. Ce n'est pas quelque chose que vous trouverez à l'état dans vos cuisines après avoir fait votre marché correctement. L'important, c'est qu'il soit prêt à la consommation. Et la fabrication de ces AUT comporte plusieurs étapes, qui sont des étapes qui apparaissent là, et qui vont mettre en jeu une grande variété d'ingrédients,
là encore, exclusivement artificiels, produits par l'industrie. On va avoir les huiles hydrogénées, le sirop de fructose-glucose dont je vais vous parler, les isolats de protéines, les amidons modifiés, les arômes artificiels, les édulcorants, j'en passe, c'est des meilleurs. Et le but, c'est de vous manipuler, c'est de créer des aliments et des boissons qui ont une durée de vie plus ou moins courte, qui ne sont pas chers. Et c'est là où c'est la première des injustices sociales. C'est ça, c'est de proposer des mauvais aliments aux gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des bons aliments. Donc, plus ou moins facile à utiliser, attractif, agréable au goût, on devient addict et prêt à être consommé. C'est un produit typique des jeunes générations. Et moi, je pense à mes petits-enfants, je pense aux trentenaires, aux jeunes qui utilisent ces aliments sous forme de snacks, de desserts ou de repas rapides et qui se mettent en danger quand ils arriveront à l'âge adulte. Alors, pour y voir un peu plus clair, il faut que je vous dise qu'avant nous, avant la France, il y a eu le professeur Montero, qui était en Amérique du Sud, qui a beaucoup travaillé, et aussi à l'INRA de Clermont-Ferrand, Anthony Fardet. Ils ont travaillé à une classification des aliments qu'on appelle la classification NOVA. Vous êtes tous au courant du Nutri-Score, c'est autre chose. Là, la classification NOVA, c'est la classification des aliments en fonction de leur appartenance ou pas à l'industrie agroalimentaire. Et comme vous le voyez là, il y a 4 grands groupes. Les aliments bruts, ceux-là, rien à dire, ce sont ceux dont nous a parlé ce matin Pénélope. Alors, ouais, je crois qu'il est mort, lui, mais bon, c'est pas... Ah non, le voilà, qui renaît. Donc le groupe 1, très simple, aliments peu transformés. Le groupe 2, ce sont les ingrédients simples, les huiles, le sel, le vinaigre. Là, on ne risque pas grand-chose, ça fait partie de l'évolution des aliments. Le groupe des aliments 3, c'est souvent un mélange de 2 et de 3. On y trouve les conserves de poisson, le poisson fumé, les bocaux de fruits, les légumes qui sont apérisés, qui sont en conserve, le pain, qui est aussi le fromage, et les jambons, à condition que ce soit des jambons artisanaux. Et puis on arrive dans le groupe 4, des aliments ultra transformés, et vous le voyez, là on considère qu'il y a au moins 5 ingrédients dans ces formules. Alors, je le répéterai tout le long, mais apprenez à lire les étiquettes. Vous verrez, c'est pas triste si vous lisez les étiquettes de ces aliments, et vous verrez qu'ils contiennent des ingrédients qui sont des ingrédients non naturels, entièrement préparés pour donner des formes qui sont des formes qu'on nous sert tout cuit et qui vont impacter fortement sur notre santé. Donc, ce dont nous parlons aujourd'hui, ce sont les groupes 4 des aliments. Voilà. Un détail, quand vous allez dans un supermarché, dans une grande surface, que ce soit n'importe lequel, toutes les études qui ont été faites sérieuses montrent que 80% de l'offre en grande surface, ce qu'on vous propose, à part le rayon des produits frais, bien évidemment, 80% de l'offre de grande surface est constituée par des AUT. C'est absolument hallucinant qu'on en arrive là. Et surtout, c'est là-dessus que je voudrais insister, ces aliments ne se résument pas aux aliments traditionnels de la malbouffe. Tout le monde pense aux frites, aux sodas, etc. Non, c'est pas vrai. 80% de l'offre actuelle en supermarché, y compris dans les rayons diététiques, lisez vos étiquettes dites de bio. Le bio ou le végétarien, par exemple, la plupart des steaks végétaux dits bio et végétariens contiennent des AUT en quantité incroyable. Donc, ne nous laissons pas berner. Et l'étude Nutrinet dont on va parler, qui est l'étude française avec des milliers de participants, certains d'entre vous peut-être sont des nutrinautes, puisque nous vous interrogeons régulièrement, a montré, et ça c'est particulièrement inquiétant, que les plus forts consommateurs de bio ont dans leur régime un taux de produits ultra transformés équivalent à celui des non-bio. Donc des gens qui pensent bien faire, qui choisissent vraiment et qui se font avoir en achetant des produits qui sont des produits ultra transformés sans s'en rendre compte. Donc attention, le message est soyons vigilants. Alors, il ne faut pas être négatif complètement et nous ne pouvons pas vivre avec une bougie.
l'industrialisation des aliments, c'est aussi la sécurité alimentaire, c'est aussi les contrôles qui se multiplient, et la transformation des aliments au fil des âges a apporté beaucoup de choses. Au départ, c'est une protection à la fois pour la microbio et aussi un gain de temps pour les préparations, pour les personnes qui sont en cuisine. Mais ce à quoi on n'a pas assez prêté attention, c'est l'impact sur la santé de ces différents ingrédients qui sont dans une espèce de soupe mélangée pour vous donner du pain de mie, pour vous donner des pizzas artificielles, pour vous donner, etc., et qui sont utilisés par l'industrie agroalimentaire. Et c'est là que je voudrais en venir. Quels sont les effets santé de ces aliments, maintenant que vous les connaissez? Alors, ces aliments, ce n'est pas une petite affaire, c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique. 31% de vos assiettes, que vous soyez vigilant ou pas, 31% de l'assiette des Français est constituée d'aliments ultra transformés. C'est énorme. Et entre 1990 et 2010, donc les 20 ans qui viennent de s'écouler, la consommation a triplé. La consommation a triplé, elle est passée de 11% à 30% de l'apport énergétique total. Ce qui est considérable, c'est publié, vous le voyez, en 2021 dans Nutrients, qui est une bonne revue, et où il y a une étude d'un grand échantillon de la représentation française, de la population française. Donc c'est une affaire qui nous intéresse tous. Le concept d'aliments ultra transformés, il est relativement récent. Il est le travail de deux équipes, je vous les ai annoncées tout à l'heure, des équipes sud-américaines et des équipes françaises. Et il est très populaire maintenant parce que Anthony Fardet, qui est un directeur de recherche, ou il va passer directeur de recherche, enfin, qui est un chercheur à l'INRA, se démène beaucoup, et sur beaucoup de plateaux, pour expliquer l'intérêt de pourchasser les aliments ultra transformés. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent, et ils ont raison, c'est que nous, les nutritionnistes, nous, les chercheurs en nutrition, nous nous sommes focalisés depuis des décennies, d'abord sur les macronutriments, ensuite sur les minéraux, sur le magnésium, ensuite sur les micronutriments, j'en fais partie, mais à culpa. Tout le monde se préoccupe du sélénium, du zinc, du chrome, allons-y, hardi petit. Personne ne s'est intéressé à l'impact de la transformation des aliments. C'est seulement depuis quelques années, et grâce à une équipe française à laquelle je veux rendre hommage, qui est celle de Serge Erkberg, que vous connaissez par Nutrinet, mais qui travaille énormément en épidémio et qui a mis le doigt là-dessus, que nous arrivons là. Donc, cette transformation des aliments, elle a échappé, elle est passée à travers les mailles du filet de la recherche des effets délétères des aliments. Et pourtant, voilà une première étude en 2019, étude espagnole, 20 000 personnes, bon, c'est pas rien, avec un suivi de 99 à 2014. Alors cette étude, c'est Sun, donc je suis un espagnol chancelant, mais Seguimiento Universidad de Navarra, c'est le Sun, qui ont suivi la relation entre la consommation de ces aliments ultra transformés et la mortalité. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez la courbe jaune? C'est la mortalité qui s'envole à partir de 4 portions. En abscisse, alors est-ce qu'il va vouloir marcher? Oui, en abscisse, ici, vous avez les années, ici. Et en ordonnée, vous avez le risque, ici. Et en montant, la courbe de mortalité des gens qui consomment, le quartile qui consomme plus de 4 servings par jour d'aliments transformés, c'est-à-dire plus de 4 portions. 4 portions, c'est une barquette de frites, plus un Coca-Cola, plus un bout de pizza, plus ce qui peut passer dans l'après-midi, un café lyophilisé. Et on y est. Donc c'est grave. Et la principale cause de mortalité qui apparaît dans cette cohorte de consommateurs espagnols, c'est que la principale cause de mortalité, c'est le cancer. C'est pour ça que je l'ai mis là, parce qu'elle interroge quand même beaucoup. C'était la première étude. Puis la deuxième étude, elle vient de chez nous. Elle vient toujours en 2019 de France, de l'étude Nutrinet, qui est donc une étude qui a été lancée par la même équipe que celle qui avait fait Suvimax il y a plusieurs années, avec simplement, on a tous vieilli, donc on a des jeunes pousses, heureusement, dont Mathilde Touvier, qui est celle qui prend la suite de Serge Erkberg. Et ils ont montré quoi, en France, sur pratiquement 50 000 adultes qui ont été suivis, de 45 ans
et plus, pendant 2 ans, ils ont montré que quand on consomme 10% d'aliments ultra-transformés en plus, c'est un risque de mortalité, toutes causes confondues, de 14%. Alors ça veut dire quoi cette phrase qui est une phrase d'épidémiologiste? D'abord, tous les facteurs confondants ils ont bien comparé les sexes, les poids, les âges, etc. Par exemple, si vous prenez 2 individus qui consomment l'un 15% d'aliments ultra-transformés dans sa ration du jour et l'autre 25%, eh bien, le second a une espérance de vie très diminuée et un risque de mortalité beaucoup plus important. Très important, parce que dans notre jargon, à nous, 14%, c'est pas rien. Donc, ce papier-là, qui a été publié dans JAMA, qui n'est pas là, rien du tout, a marqué quand même le début de l'émotion, on va dire, de la recherche scientifique sur les aliments ultra-transformés. En ce qui concerne le cancer, si on suit cette ligne, ceci c'est Fiolet, alors il s'appelle, comment il s'appelle son prénom, je ne sais plus, c'est Fiolet, toujours dans la même équipe, qui a montré le lien entre la consommation, donc les quartiles, c'est quand on prend dans une série de consommateurs, on partage ceux qui consomment le plus versus ceux qui consomment le moins, et puis entre ceux qui consomment de façon intermédiaire. Et le quartile 4, donc celui qui est en jaune, vous voyez que l'incidence du cancer, comme diraient les jeunes, il n'y a pas photo. Ça apparaît très très fort, et ça apparaît tellement bien qu'on a plus 11% de cancer du sein dans le quartile 4, lié uniquement à avec tous les facteurs confondants qui ont été supprimés. Donc, augmentation significative. Il y a eu d'autres études Nutrinet. C'est la seule actuellement qui s'occupe de... C'est une équipe importante qui est basée à Paris, à Bobigny. Et voici celles que j'ai retenues. Vous pouvez les regarder, elles sont en accès libre sur le net. Il suffit d'aller dans Google et de taper ça. Donc, les édulcorants et le risque de cancer, les nitrites, les additifs et le risque de cancer, l'index glycémique et le risque de cancer, on est en plein dedans, on est en plein dans les aliments ultra-transformés, il n'y a rien de naturel là-dedans. Et pour finir, là, ce n'est pas français, c'est asiatique, une méta-analyse qui vient de sortir en 2023, en juin 2023, donc c'est tout chaud, c'est pour vous, qui montre, vous voyez, les différents cancers qui sont là, qui sont tous ici répertoriés ou presque, avec le risque. Et vous voyez qu'il n'y a pas un seul endroit où la barre passe du bon côté. L'augmentation du risque est évidente, même en regardant tout ce que dans le monde on a publié sur ces aliments ultra-transformés. Donc en résumé, pour cette petite introduction, que j'ai voulu vraiment très basique pour que vous preniez conscience que c'est un problème sociétal et un problème de santé publique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une relation extrêmement inquiétante entre la consommation, la grande consommation, je devrais dire, des aliments ultra-transformés et le développement des cancers, dont le cancer du sein. Alors il ne s'agit pas, comme disaient ce matin nos collègues, de culpabiliser, il s'agit d'être informé et ensuite de prendre ses décisions. Ce qui m'amène à une proposition qui ne vient pas de moi, mais qui vient de l'INRAE. Est-ce qu'au lieu de dire ce que nous disons tous dans nos conférences, maladie chronique de civilisation, quand on parle de l'obésité, quand on parle de... Est-ce qu'on ne devrait pas dire maladie chronique d'industrialisation, puisque c'est là où le bas blesse, ce n'est pas sur les aliments naturels, c'est sur les industries agroalimentaires, qui, vous l'avez compris, ne sont pas mes amis, mais je m'en moque. Donc voilà. Alors par quel mécanisme, comment peut-on, parce que c'est bien d'accuser, mais je leur disais en riant, je ne veux pas être Élise Lucet, je veux vous donner les mécanismes. Donc chacun son métier. Donc les mécanismes, on va les retrouver, on les a d'ailleurs évoqués souvent ce matin. On va parler d'inflammation, on va parler de NF-κB, qui est un marqueur de l'inflammation, un promoteur de tumeur. On va parler de stress oxydant, bien sûr, les mécanismes sont là. Et puis d'insulinorésistance, parce que l'insulinorésistance fait le lit du cancer via des passages qui peuvent être l'obésité, qui peuvent être l'IGF-1, qui peuvent être un certain nombre de choses. Donc on va toujours se retrouver avec ce trépied, cette espèce de tabouret à 3 pieds qui nous conduit à la catastrophe quand ce n'est pas le cancer qui nous interroge aujourd'hui, ça peut être le diabète, ça peut être le cardiovasculaire, ça peut être l'Alzheimer, avec
des composantes plus ou moins importantes, mais on retombe toujours sur ce trio infernal. Donc, de la consommation à la cancérisation, ce que je vous propose, ce joli chemin, qui n'a rien du chemin traditionnel, je pense à Kyoto, où il y a ce beau chemin où on est philosophe sur les beautés de la vie. Là, non, pas du tout. On parle de la consommation des aliments ultra transformés et on passe par quatre points importants: la qualité nutritionnelle de ces aliments, les additifs alimentaires, les composés néoformés, ça c'est quelque chose que peut-être les industriels n'avaient pas prévu, ou tout du moins s'ils le savent, ils ne le disent pas, et les matériaux de contact, parce qu'il y a aussi le problème des emballages qui relarguent. Et au bout, l'incidence des cancers. Donc rassurez-vous, on ne va pas faire en détail tout ça, je vais prendre quelques exemples, je vais prendre 4 exemples qui je pense vous parleront, parce que ce sont des exemples de la vie de tous les jours en fait. Premier exemple, les produits néoformés, l'acrylamide. C'est vrai qu'il ne vous est pas venu à l'idée, quand vous achetez une barquette de plats cuisinés, de vous dire j'achète de l'acrylamide. Ça m'étonnerait. En fait, oui, finalement on en est là. Donc les aliments les plus concernés par cette formation, vous allez les reconnaître. Ce sont les produits à base de céréales et de pommes de terre. Alors on en parlait hier soir. Bravo, la grande nouvelle, on nous ramène de la purée mousseline. S'il vous plaît, précipitez-vous, c'est génial. Bon. Donc, céréales, pommes de terre, les chips, les frites, mais aussi tous les pains, les pâtisseries qui sont dans les rayons des grandes surfaces, et plus généralement, tous les produits consommés à des températures élevées, comme le café instantané ou les amandes grillées, qui, je pense, n'étaient pas dans votre collimateur jusqu'à maintenant. Alors, comment ça se passe? La formation d'acrylamide, dans notre jargon, nous, de biochimistes, c'est ce qu'on appelle une réaction de Maillard. C'est une réaction de glycation. C'est ce qui complique souvent chez le diabétique. On fait son propre caramel. En l'occurrence, la réaction de Maillard, ce sont des molécules de sucre qui se fixent sur des protéines quand on les chauffe. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lorsque vous prenez soit de la purée artificielle, soit des frites, parce que, en particulier dans les céréales ou les pommes de terre, il y a un aminoacide, une protéine qu'on appelle l'asparagine, qui est très présente, qui va réagir avec le glucose, qui est omniprésent, on va en parler bien sûr, on va finir par là, et cette association à haute température, ce qui est le propre des aliments ultra transformés, nous conduit à la production d'acrylamide. Et voilà comment, alors que normalement, sur l'étiquette, vous lisez asparagine et glucose, en fait, vous avez de l'acrylamide. Donc il faut en être conscient là aussi. Et cette acrylamide, évidemment, nous l'absorbons, nous l'avons distribuée dans tous nos tissus et nous la transformons dans une cochonnerie qu'on appelle la glycidamide. Et ce glycidamide, si c'était la fin de vie, ben, mon Dieu, ça ne serait pas trop grave, on essaierait de faire une détox, mais ce glycidamide se fixe sur nos acides nucléiques pour former ce qu'on appelle des adduits à l'ADN. Et ce sont ces adduits, vous le voyez ici, ces adduits qui vont être génotoxiques et qui vont être responsables des mutations génétiques et de l'apparition des cancers. Donc ce n'est pas du tout pour faire la chasse à l'acrylamide, encore que ce ne soit pas bien ragoûtant, c'est parce qu'après métabolisation, nous avons des adduits à l'ADN et que ces adduits à l'ADN, c'est la pire chose qui puisse nous arriver sur le plan des métabolismes. Alors il y a une étude, j'ai trouvé une seule étude en 2021, parce qu'on publie bien sûr librement, on est censé publier librement dans les universités, mais il y a une très grosse pression sur les sujets de recherche. Et là, ce sont les Espagnols qui ont eu le courage de faire une étude entre les petits déjeuners, ceux que vous connaissez, ceux que peut-être vous donnez à vos enfants, à vos petits-enfants, et l'apparition d'acrylamide. Et voilà la conclusion de cette étude qui a donc 2 ans. La concentration d'acrylamide dans les céréales du petit déjeuner, bonjour Kellogg's et compagnie, est d'autant plus élevée que la quantité de sucre est importante. Or, c'est le propre de ces céréales des petits déjeuners que d'être sucrées. Et les échantillons de céréales qui ont été dosés, je vous renvoie à cette publication, ils ont été dosés en acrylamide et on a vu que la teneur en acrylamide est supérieure au niveau de référence établi par le règlement européen que personne ne connaît et que personne ne respecte. Et il y avait une relation très importante entre l'acrylamide et les produits ultra transformés.
Donc là encore, c'est la première étude européenne qui montre cette relation dans un aliment de très grande consommation et pratiquement par toutes les classes sociales. L'exemple 2. Exemple 2, les nitrites. C'est la bataille des nitrites, jambon gris, jambon rose. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on ne les garde pas? Officiellement, on n'en mourra pas, on continue à manger du jambon rose, tout va très bien. En fait, les nitrites, ce sont ce que vous lisez, vous, sur les étiquettes. Nitrite de potassium, c'est le E249, E350 pour le sodium. Et ils sont très utilisés par l'industrie charcutière. Officiellement, dans un objectif tout à fait louable, qui est celui de protéger des risques bactériens, les listeria, les salmonelles, le botulisme, etc., et pour augmenter leur durée de conservation. Simplement, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que ces nitrites sont métabolisés. Ce ne sont pas des substances inertes, et c'est pas de façon... Il n'y a aucune impunité à avoir des nitrites dans une formule que nous ingérons. Et voilà ce qui se passe de façon très simple. Je vous ai épargné les métabolismes. Donc votre régime, les charcuteries, le jambon, etc., contient évidemment des nitrites, mais qui vont être métabolisés. Alors ça passe par les nitrites, les nitrates, mais après vous avez ici l'acide nitreux. Et puis, quelquefois, ça se passe bien en présence de vitamine C, donc bon, tout va bien. Et puis on arrive à l'effet du NO et les effets physiologiques qu'on connaît bien, en particulier au niveau vasculaire, au niveau des fonctions cognitives. Mais le plus souvent, il y a formation ici de composés qui sont des composés carcinogènes. Ces composés carcinogènes, ce sont les nitrosamines et les nitrosamides qui sont ici. Donc ce métabolisme-là, il est royalement ignoré par toutes nos instances législatives parce que ça les arrange de ne pas en parler, et on ne parle que de la conservation des aliments. Ces nitrosamines, nitrosamides, elles ont aussi une cible, c'est que nous allons avoir l'apparition dans ces produits de ce qu'on appelle le fer nitrosylé, qui est au cœur de l'hémoglobine. Le fer nitrosylé va être aussi un facteur cancérigène très important. Et les études ont montré que quand on a ces substances qui sont classées groupe 2A plus du fer nitrosylé, on a un risque significativement augmenté de cancer colorectal. Donc là encore, quand on connaît l'incidence du cancer colorectal dans les pays industrialisés, c'est peut-être un mot-clé dans la prévention et dans la santé publique à prendre en compte. Alors voilà comment on peut, sans entrer dans les détails, parce que je pense qu'avec le microbiote, vous allez avoir un cours, mais le tractus ici gastro-intestinal qui reçoit la nitrosation et la nitrosylation ici est un long chemin qui va arriver aux adduits à l'ADN dont je vous ai parlé tout à l'heure, aux mutations. Et voilà comment l'hypothèse du cancer se développe ici, avec la phase d'initiation, de promotion, de propagation qu'on connaît tous, mais qui à l'origine est liée à ces produits qui viennent agresser à la fois notre œsophage, notre estomac et notre microbiote. Donc voilà ici comment, en termes de biochimie, on peut expliquer. Ça mériterait plusieurs heures pour donner tous les détails, mais c'est un point dont on est quasiment certain, parce qu'on n'est jamais tout à fait certain en science, il faut rester très humble, mais on est à 90% certain du processus, en tout cas de l'effet délétère. Voilà ici en France, cette étude de 2022, vous voyez, 2022, nitrites et nitrates qui arrivent des sources, des additifs et le risque de cancer, résultat de la cohorte Nutrinet, et le résultat est là-haut, le risque plus élevé de cancer de la prostate, du sein et du cancer colorectal. Donc c'est un joli tableau de chasse et il faudrait peut-être s'en préoccuper. Troisième exemple, qui est un exemple qu'on connaît depuis beaucoup plus longtemps, ce n'est pas un scoop, ce sont les acides gras trans, qui sont des produits, donc les acides gras, vous les connaissez, vous savez que ceux qui ne sont pas très gentils, encore qu'ils soient utiles, ce sont les saturés, ceux qui sont à chouchouter, ce sont les polyinsaturés, en particulier les oméga 3, mais les trans,
ce sont ceux qui sont produits justement par les procédés, les processus de l'industrie agroalimentaire pour stabiliser les aliments qu'on vous propose. Et voilà ici comment on part de l'acide oléique, qui est une vraie merveille, surtout pour nous, ici, dans le sud, de l'acide linoléique, qui est un bon aussi, si on le prend correctement, à des acides gras trans, qui n'ont plus du tout la même structure. Pourquoi? Parce que quand on les a tripotés, tripatouillés, eh bien, leur formule où ils avaient des doubles liaisons, vous voyez là-haut, des doubles liaisons plates, comme ça, qui étaient des doubles liaisons 6, ça s'est cassé, la chaîne s'est cassée, et c'est ce qu'on appelle les doubles liaisons trans des deux côtés. Et l'ennui, c'est qu'à partir du moment où on a ces acides gras trans, les enzymes de notre métabolisme, qui sont en charge d'utiliser nos aliments, ne les reconnaissent plus. Et que ces acides gras trans on savait qu'il y avait un risque cardiovasculaire, qu'il y avait un risque d'obésité particulièrement important, qu'ils étaient sur la sellette pour tout ça, mais maintenant on les retrouve aussi sur la sellette pour le risque cancérigène. Et ces acides gras trans, et là je tire vraiment le signal d'alarme, c'est dans toutes vos margarines. Ne prenez pas de margarine, il n'y a rien de pire. Il vaut mieux prendre un peu de beurre que de prendre des margarines qui sont des ersatz et qui sont horribles, parce que à l'intérieur, il n'y a rien à rattraper. Rien. On a beau vous les vendre sous oméga 3, oméga 6, oméga 9, tout ce que vous voulez, ce ne sont pas des produits diététiques, ce sont des produits dangereux, parce qu'on les utilise tous. Moi, je connais des familles où on utilise les margarines au petit déjeuner, de la grand-mère jusqu'au gamin qui part à l'école. C'est pas possible. Voilà. Alors, voilà le cancer, pour le cancer du sein. Donc ça, c'est sur une cohorte qui a été faite par la MGEN. Il y a peut-être des enseignants parmi vous, c'est la mutuelle d'éducation nationale. Et cette cohorte de femmes qui ont adhéré à la MGEN, on l'a appelée la cohorte E3N. Et dans cette cohorte, on a suivi évidemment l'évolution entre le risque de cancer et les acides gras trans. Et là, on n'a pas été déçus, parce que le risque du cancer du sein a presque doublé chez les femmes qui avaient les taux sanguins élevés d'acides gras trans. Donc, il y a une relation importante, et depuis des années, parce qu'on le répète depuis des années sur les acides gras trans. Alors, où on les trouve, ces acides gras trans? Eh bien, ce sont ceux qu'on trouve dans les produits manufacturés, les pains industriels, les viennoiseries industrielles, les gâteaux, les chips, les pâtes à pizza. Donc, ce qui fait le quotidien de tout un peuple qui travaille entre midi et 2 et qui mange sur le pouce. Et ça, ce papier-là, c'est un papier qui est plus ancien et qui vient de EPIC. Voici ici, celle-ci, je voulais vous la donner parce que je ne veux pas avoir l'air de crier d'être une Cassandre, mais ici, voilà une méta-analyse qui compare les acides gras saturés, les graisses saturées et le risque de cancer des ovaires, et les acides gras trans et le risque de cancer des ovaires. Eh bien, vous voyez que ces acides gras saturés dont on dit tellement de mal, finalement, il y a un petit risque augmenté si vraiment on pousse le bouchon trop loin et si on les utilise trop. Mais si on regarde les trans, c'est beaucoup plus dangereux d'avoir des acides gras trans que d'avoir des acides saturés. Et c'est un de mes collègues, Philippe Legrand, qui se bat pour réhabiliter les acides gras saturés en petite quantité dans les aliments parce que c'est utile pour d'autres fonctions. Et je voudrais, dans la dernière partie de cet exposé, consacrer un moment à ce qui est une catastrophe nutritionnelle, qui est le sirop de glucose-fructose, ce que nous appelons les High Fructose Syrup, les HFS. C'est l'emblème de l'ultratransformation. Ça nous arrive tout droit des États-Unis. C'est pour ça que j'ai mis un drapeau sans aucune connotation d'enthousiasme envers ce pays, que j'aime bien par ailleurs. Donc, ça nous vient des États-Unis. Sur nos étiquettes, vous voyez que vous allez lire sirop de glucose-fructose, mais qui lit les étiquettes? Personne, ici. Et en fait, ce fameux sirop, qui a un nom plutôt sympathique, sirop de glucose-fructose, il est préparé à partir d'amidon de maïs. Alors pourquoi? Ça remonte à la guerre de Cuba, ça remonte au moment où il y a eu le blocus de Cuba. Il a fallu que les Américains trouvent quelque chose d'autre que la canne à sucre pour s'en sortir. Donc, à partir des amidons de maïs, ce sirop, qu'on appelle HFCS, est utilisé massivement pour la fabrication des sodas, des sucreries et des plats préparés industriels. Il y en a partout.
depuis le sucré jusqu'au salé. Vous ne pouvez pas y échapper. Et l'avantage pour les industriels, c'est que c'est moins cher et que surtout, ça a un pouvoir sucrant 20 à 40% supérieur au saccharose. Donc, tout bénef, bon goût, addiction et en même temps, un petit bénéfice en passant, c'est jamais négligeable. Alors, voilà comment ça se passe. À la différence du sucre, du saccharose que vous connaissez, c'est complètement artificiel. Voilà, ici, un schéma. Comme son nom l'indique, c'est un sirop de maïs et avec des procédés industriels qui sont... Moi, j'ai essayé de vous faire un schéma, mais ça m'aurait pris trop de temps, mais qui sont très drastiques. On extrait d'abord le glucose de l'amidon et ensuite... Une partie de ce glucose est transformée artificiellement en fructose, qui est le cousin germain du glucose, hein, c'est son frère jumeau, et d'où son nom de sirop de maïs enrichi en glucose. Et dans ces sirops, la proportion de fructose, et ça c'est important parce que tout à l'heure je vous donnerai les recommandations, et vous verrez qu'il ne faut pas dépasser un certain gramme par jour de fructose, la proportion de fructose est entre 40 et 60%. Pour 100 grammes de ce sirop, il y a 60 grammes de fructose. Et donc, c'est cette très haute teneur en fructose. Et là, on arrive dans la biochimie pure qui est problématique. Parce que le fructose, il est reconnu par une enzyme dans le foie qu'on appelle la fructokinase. Et cette fructokinase, elle n'est pas régulée. Elle prend tout ce qui arrive. Et il n'est pas métabolisé de la même façon que le glucose. Et il va être la source, quand il est en excès, d'insulinorésistance, d'inflammation, de stress oxydant et de stéatose. C'est la maladie des sodas. Alors voilà, là c'est juste pour passer, mais vous voyez dans le Schweppes, il y en a, dans la pizza machin, dans le ketchup de Monsieur Kerry, il y en a plein, dans les cakes industriels, dans les compotes, dans les îles flottantes, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Ce ne sont pas des aliments qui vous mettent la puce à l'oreille en disant « il ne faut pas que j'en mange trop ». Ils sont des aliments quotidiens. Alors, rendons à César ce qui est à César, parlons du fructose, parce qu'il ne faut pas non plus jeter au panier le bébé et l'eau du bain. Le fructose, c'est un sucre dont nous avons besoin, que historiquement nous ne consommons pas beaucoup, c'est le sucre des fruits, c'est le sucre du miel, et lorsqu'il arrive par la veine porte au foie, ici, le voilà, ce fructose ici, il va suivre une métabolisation. Quand il est en petite quantité de façon physiologique, il se transforme en triose phosphate ici, et il va être métabolisé. Alors pour une petite partie, il y a une voie métabolique qui permet de le transformer en triglycérides, environ 10%. Ces triglycérides, ils vont partir ensuite vers les lipoprotéines qui transportent ces triglycérides, mais aussi la plus grande partie va partir ici, environ 50%, transformant les trioses phosphates en glucose et en régulation du glucose, donc ça c'est tout à fait noble dans le foie. Une petite partie, 15%, va nous servir à reconstituer notre réserve de glycogène, et vous voyez donc que finalement, et puis une partie, j'allais oublier, peut donner du lactate. Ici, le voilà. Donc, si on se résume sur la droite, et c'est écrit en toutes lettres pour qu'ensuite vous puissiez le lire tranquillement, c'est un sucre naturel dont nous ne devons pas nous priver. Il est très régulateur de la glycémie, les diététiciennes le savent. C'est un sucre qui permet d'avoir un pic glycémique inférieur à celui du glucose, donc il nous aide en particulier dans les intolérances au glucose et autres à réguler la glycémie. Pour 50%, c'est un producteur de lactate qui est très important, un métabolite important parce que dans les métabolismes, les lactates sont récupérés pour permettre au niveau hépatique de reproduire du glucose quand il nous en manque. C'est la principale source de glycogène hépatique dont on a aussi besoin et également il peut donner des triglycérides. Donc ce fructose, ne le jetons pas, nous en avons besoin et il n'est pas question de le supprimer. En revanche, à partir de quand l'excès de fructose devient-il dangereux? Là, sur cette diapositive, il y a deux cas de figure. Le premier, celui qu'on vient de voir ensemble, l'apport de fructose est inférieur à notre dépense énergétique. Nous avons nos 2 fruits par jour, nos 2 cuillères de miel, on reste tout à fait dans un métabolisme normal.
l'apport de fructose est supérieur à la dépense énergétique. C'est ce qui est le cas quand nous consommons à longueur de journée des Schweppes, des sodas, des pizzas et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la phosphofructokinase, qui est l'enzyme qui va permettre la transformation du fructose, je vous l'ai dit, n'est pas régulée. Et donc ça va être une entrée vraiment sans aucune retenue de tout ce fructose dans le foie, et c'est une source illimitée d'inflammation, de résistance à l'insuline, de stress oxydant et de dyslipidémie. C'est-à-dire que quand vous avez ce défaut métabolique lié à ce sucre tellement courant, la machine s'emballe et nous nous retrouvons dans une situation qui est une situation qui va être un facteur de vulnérabilité au cancer et à bien d'autres pathologies. Alors voilà ici, de façon pour résumer la situation, quand ici le fructose arrive, voilà l'enzyme qui est responsable en fait de nos malheurs. Si elle était régulée, peut-être, si elle était régulée, je ne sais pas ce qui se passerait parce qu'on aurait du mal à éliminer quand même l'excès de fructose. Donc au moment où ce fructose en grande quantité arrive, il y a phosphorylation. Et phosphorylation à partir de quoi? À partir de l'ATP. Et ce matin, Pénélope vous a dit que l'ATP, c'était formé par les mitochondries, c'est notre usine énergétique. Donc, perte d'énergie ici, fatigue, perte d'énergie. Ensuite, on suit ici un métabolisme qui va nous conduire à l'acide urique. Acide urique qui est tout à fait impliqué lui aussi dans des mécanismes qui soient aussi bien inflammatoires qu'oxydatifs que insulino-résistants. Ça, c'est la voie de la xanthine-oxydase. Et puis, il y a aussi l'insulinorésistance parce que le glucose ne va plus être capté par le muscle. Il y a aussi le stress oxydant, la réponse pro-inflammatoire et les adiponectines qu'on va retrouver comme précurseurs, j'allais dire, du risque de cancer au niveau en particulier des adipocytes. Donc ce schéma-là, qui est de la pure biochimie, et qui est, enfin moi je suis tombée dans la bassine, j'aime la biochimie, alors bon, mais ça me semble très clair de dire que l'excès de fructose, contrairement à l'apport régulier de fruits, est un danger pour notre santé. Premier point, la consommation de ces HFCS induit l'obésité, c'est ce qui est là. Voilà ici les grands consommateurs par rapport aux petits consommateurs. Après 4 ans de suivi, le risque de surpoids, 26% de plus, et passer à une obésité, 15% de plus. Donc ce n'est pas rien. Ce sont des consommateurs des produits dont on a parlé. Deuxième point, à partir du moment où ils sont en surpoids, ce qui est ici, il y a une stimulation de facteurs pro-tumorigènes, ici, dont on va parler après, qui se mettent en place à partir d'une inflammation qui vient se placer ici, en particulier des afflux ici de facteurs pro-inflammatoires qui vont entraîner la cancérogénèse. Et le lien entre les deux, je l'ai mis sur la même diapositive, le lien entre les deux, c'est la consommation des HFCS, obésité et risque de cancer. L'insulinorésistance est importante à prendre en compte. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons cette insulinorésistance, la voie qui a été identifiée, il y a une hyperinsulinémie, il y a en fait une stimulation de l'insuline gros factor, qui est, comme son nom l'indique, un facteur de croissance ici. D'habitude, cet IGF, il est bloqué, vous le voyez, cette forme-là en rouge, là, c'est une protéine. C'est IGF-BP Binding Protein. On est un magnifique organisme hein, quand tout va bien. On est bloqué ici, on n'a pas une stimulation trop importante d'IGF-1. En revanche, quand on est en situation après consommation de ces aliments ultra transformés, on a ici, c'est la cascade classique avec l'IGF-1 qui va ici intervenir sur la phosphorylation des récepteurs de l'insuline, et ensuite se met en place ce dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, ce qu'on appelle la cascade des kinases qui, activée à mauvais escient, avec en particulier des points que nous connaissons tout à fait parfaitement, les régulations de l'ERK et de l'AKT en particulier, entraîne la prolifération cellulaire et entraîne le processus tumoral, le processus de cancérisation. Donc vous voyez qu'un geste aussi simple que celui de choisir dans votre assiette
de votre fourchette à une structure comme ça, le chemin est très rapide et très facile, et on le connaît, et on sait comment on y arrive. Donc, et on sait la recette aussi, pour ne pas y arriver. En résumé, à ce niveau-là, je pense qu'il y a un contexte qui est à joindre aux aliments ultra-transformés, c'est l'obésité, aliments ultra-transformés. Obésité, hyperinsulinisme, inflammation, égale risque de cancer majoré. Ça, je crois qu'il faut se le répéter et en être conscient quand vous poussez votre caddie dans les supermarchés. Donc, voilà pourquoi. Ici, il n'y a pas une seule formule, donc c'est facile à vraiment intégrer. L'obésité, c'est l'inflammation. Les adipokines, ce sont des marqueurs de l'inflammation. Ici, je pense que Jacques va vous en parler au niveau des œstrogènes, ici. Et puis, l'insulinorésistance avec les cytokines, l'IGF-1 et au bout, la majoration du risque de cancer. Et quand on a ce schéma-là, on sait pourquoi. On sait pourquoi il faut faire attention à ce qu'on mange. Et de plus, je terminerai là-dessus, et de plus, là je vous ai parlé du trio insulinorésistance, mais dans ces plats cuisinés, il n'y a pas que du sucre, il y a du sucre plus du gras, et du mauvais gras, on a vu tout à l'heure. Et que là, l'ensemble des deux, plus les protéines, ça va nous conduire à la production d'une troisième catégorie de composés dont on se passerait bien, qui sont ce qu'on appelle les Advanced Glycated End Products, qui sont chers à Jacques et qui sont des produits toxiques. Donc vous les avez là, aminoacides plus lipides plus les sucres. On a ici des agents de glycation, ici, donc en rouge, et vous les voyez sur le schéma. Alors ces agents de glycation, vous allez les retrouver dans les pizzas, là, partout, et ils ont des récepteurs spécifiques. Ils vont entraîner au sein de la cellule, l'exemple ici c'est le cancer colorectal, c'est un papier de 2019, stress-ox, on retombe toujours stress-ox, inflammation, angiogénèse et modulation de l'apoptose, prolifération, migration, invasion, et on y est, cancer colorectal. Donc dans le même aliment, il y a plusieurs dangers qui sont là. Il y a les additifs dont on a parlé, les nitrites, il y a l'acrylamide, ça c'était tout au début. Il y a les sirops de glucose-fructose et il y a la formation des AGE. Admettez que ça fait beaucoup dans un menu et que ça coupe un peu l'appétit. Donc, il me semble. Donc, quelles sont les recommandations? Eh bien, d'abord sur le fructose, parce que je ne voudrais pas que le message soit oh, plus jamais de fruits, plus jamais de fructose. Surtout pas. Pour le fructose, donc le foie ne sait pas gérer, je vous l'ai dit, l'excès. Donc, évitons l'excès de fructose, et ce que l'ANSES chez nous et puis dans d'autres pays préconise, moins de 50 grammes par jour de fructose, on est tranquille, le pic glycémique est inférieur à celui du glucose, on a tous les bénéfices du fructose, plus de la matrice des fruits qui est très intéressante. Quand on dépasse avec 70 à 100 grammes de fructose par jour, ce qui est le cas le plus courant dans toutes les études, les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est ça, on est là, on est au-delà des 100 grammes. Danger pour les raisons que j'ai répétées 20 fois, insulinorésistance, hypertriglycéridémie, hyperuricémie, stéatose et cancer. La stéatose faisant souvent le lit du cancer, quand on ne s'en aperçoit pas, on passe de la nafle à la NASH et de la NASH à la cancérisation. Et après, il n'y a pas d'autre solution qu'une greffe, ou enfin, on est mal, c'est pas réversible. Donc, réduire à 50 grammes par jour l'apport de fructose pour éviter l'effet délétère. Et les 50 grammes par jour, arrêtez de prendre une canette par jour de Coca-Cola, voire 2, parce que là, ça vous fera tomber votre score très vite et très facilement. Alors, sur cet ensemble-là, il y a 3 points que j'aimerais faire passer, puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas venue en tant que biochimiste, mais juste un peu en lanceur d'alerte pour vous informer et surtout que vous passiez l'information. Donc, les aliments ultra-transformés, ce n'est pas seulement les aliments bien connus de la malbouffe, c'est aussi des produits industriels qui cachent bien leur jeu et qui représentent la grande majorité de l'offre dans les supermarchés. Deuxièmement, les aliments ultra-transformés, c'est le risque de cancer. Qu'on le veuille ou non, la tête sur le bio, je le maintiendrai. Troisièmement, la seule prévention, c'est une prévention
de modification de vos habitudes alimentaires et de vos choix alimentaires. Il ne s'agit pas de se supplémenter en ceci, cela. Ça peut être utile dans d'autres domaines, mais certainement pas là. La seule chose à faire, c'est de rabattre la voilure de ce côté-là. Et je voudrais finir quand même sur une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est donc ce papier qui n'est pas vieux, vous le voyez. Là, vraiment, c'est tout chaud. 2023 et c'est mars, donc on n'est pas loin. Hein. En remplaçant 10%, c'est pas beaucoup, des aliments ultra transformés présents dans l'assiette des participants à cette étude, en remplaçant par des éléments peu transformés. Donc on ne les a pas mis aux haricots verts et à l'eau. Hein. Bon. Le risque de cancer de la tête, je vois que c'est quand même des points importants. La tête, le cou, le côlon, le foie et le sein sont significativement réduits. Vous avouerez qu'on a quand même dans les mains une façon de s'en sortir qui est quand même pas dramatique. Donc voilà, je voulais finir là-dessus. Et je voulais finir, je savais qu'on avait un Belge et que j'adore le chat qui dit ouais, 5 fruits et légumes par jour, ouais, si on ajoute les fruits de mer, ça pourrait aller. Je trouve que c'est pas mal. Je vous remercie. Merci. Alors. Merci. Donc juste quand même, hein, tu as montré le tableau sur les causes du cancer. Donc je retiens, oui. 10% d'aliments transformés en moins. Oui. Il y a 440 000 cas de cancer chaque année en France, les derniers chiffres de 2022. Oui. Donc ça ferait... Ça en fait des cancers évités. 44 000 cancers en moins, rien que parce qu'on décide de manger correctement, de réduire les aliments transformés et qu'on écoute ce que nous avait dit Hilal Oulah-Cuisse, qui date de plus de 30 ans. Ouais. Eh oui, non, mais parce c'est exactement ça. Hein. Ah oui, mais on y est complètement. Oui, c'est tout à fait ça. Je ne suis pas encore en vert, mais c'est exactement ça. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, mais moi, ce n'est pas une question. Merci encore une fois, bien sûr, Anne-Marie. Oui. C'est juste une remarque, parce qu'en pratique quotidienne de cabinet médical, on se rend compte, justement, et j'étais content que tu insistes sur la différence entre les high fructose corn syrup qu'on a dans les produits ultra transformés et le fructose que l'on consomme naturellement depuis toujours dans les fruits. Parce que ce que je remarque au cabinet, justement, c'est que cette information aujourd'hui qu'on a quand même sur la dangerosité du fructose, trop d'informations tue l'information, ou en tout cas quand elle est mal comprise. Et aujourd'hui, je me retrouve des fois avec des patients qui arrivent et qui ne mangent plus du tout de fruits, parce que le fructose du fruit est criminel et va tuer. Alors que tu as bien montré, bien sûr, qu'on ne parlait pas des mêmes choses. C'est la matrice qui est tellement importante avec l'antioxydation, les polyphénols et tout le reste, qu'on a vu déjà dans la journée. Et juste pour dire que quand on mange même 3 fruits par jour, 3 volumes de fruits comme le poing, on est à des hauteurs d'environ entre 15 et 20 grammes maximum de fructose amené, sachant qu'il y a du glucose par ailleurs aussi amené, ou un petit peu de saccharose. Et donc du coup, voilà, il y a aussi à faire passer le message qu'on entend malheureusement même chez les endocrinologues un petit peu à l'inverse de temps en temps, comme quoi les fruits sont dangereux même. Oui, mais c'est pour ça. Moi, je reçois des mails où on me dit, est-ce que je peux... C'est la saison du raisin, est-ce que je peux en manger ? Bien sûr qu'il faut en manger. Il faut en profiter, ça ne dure pas longtemps et il faut en manger. On n'en mangera jamais 100 grammes par jour de sucre des fruits. Voilà, moi, Anne-Marie, je voulais vous remercier, vous féliciter pour cette synthèse qui mériterait une émission Cash Investigation, parce que je pense que c'est de la santé publique dont vous parlez. Et je voulais également dire à tout le monde que l'industrie agroalimentaire nous ment et se soucie peu de votre santé en vous donnant de faux messages. Et je voulais parler juste des frites qui vont au four pour éviter la graisse. Vous devez savoir qu'il y a un produit chimique qui, lorsqu'il est chauffé, se transforme en formaldéhyde, ce qui donne le crispy. Et la formaldéhyde, c'est ce qu'on utilise pour conserver les corps. Okay. Et donc, quand vous mangez des frites au four, vous prenez une substance cancérigène et les gens pensent qu'ils se font du bien. Donc, il faut vraiment faire passer l'information. L'industrie agroalimentaire ne se soucie que de la santé de leur compte en banque et comme l'industrie pharmaceutique, bien sûr, et pas de la santé du peuple. Et en fait, il y a une volonté... Il y a une volonté de garder un pourcentage de la population malade
pour pouvoir alimenter le modèle qui est le business des maladies chroniques. Parce que les maladies chroniques, ça veut dire qu'on va être tout le temps malade et qu'on ira tout le temps au médecin prendre des médicaments. C'est vrai que là, j'ai pris 4 exemples, sinon on pouvait en parler 15 jours. Hein. Mais il y a tout le reste. Oui, bien sûr. Il y en a tellement d'autres. Ouais. L'idée, c'est qu'on donne un message santé en donnant du poison. Et ça, c'est insupportable. Ben oui, voilà. Et pour rebondir sur ce matin, sur ce que je disais, sur l'isolement des choses, quand on se dit le fructose des fruits, c'est embêtant. Mais quand vous mangez des fruits, il y a des fibres, il y a des antioxydants. Hein, on l'a dit ce matin. C'est la matrice de l'aliment qui compte. Ouais. Et donc ça va donner des éléments très positifs. Les antioxydants du fruit, surtout des petits fruits, sont régulateurs du sucre. Oui, bien sûr. Alors bio, hein, bien sûr. Et puis les anthocyanes, pour le cerveau, c'est quand même extraordinaire. Il faut que ce soit bio, hein, parce qu'il y a une étude qui a montré, qui évaluait la fertilité des hommes. Et certains hommes mangeaient beaucoup de fruits, 5 fruits et légumes par jour, en espérant augmenter la performance de leur liquide séminal. Et on s'est rendu compte que c'était le contraire par rapport à ceux qui n'en mangeaient pas, parce que leurs spermatozoïdes et les mitochondries de leurs spermatozoïdes étaient impactés par la présence de pesticides. Donc le bio, en tout cas le vrai bio, est fortement conseillé. Oui, le vrai bio, parce qu'il y a bio et bio. Oui. Alors je vais enfoncer le clou. Je l'avais enlevé dans la présentation parce que ça faisait trop lourd. Mais du coup, je peux le placer. Oui, bien sûr. Il y a une étude montpelliéraine de Montpellier, 2018. On compare les gros mangeurs de bio et les petits mangeurs de bio. Et si je puis dire, il n'y a pas de... On sait bien qu'il y a du bio, mais n'empêche que le critère, c'était juste bio, pas bio. 25% de cancer en moins. Si on montre, je voulais montrer ça, moi, les causes du cancer, le tabac, 60 000. Bien sûr. Donc 25% de cancer en moins. Alors c'est 34% pour les cancers du sein, 73% pour les lymphomes, qui sont logiquement les éboueurs du corps, donc qui sont plus concernés par les pesticides. Donc 25%, 440 000 personnes chaque année. Vous enlevez 25%, ça fait 110 000. Ça devient le premier facteur de cancer en France. Le tabac est loin derrière. Eh oui. 60 000. Ouais. D'où l'importance de la nutrition, qu'on a négligée pendant des années. Jean-Loup faisait allusion à ma carrière qui était longue. Et moi, quand j'ai commencé à dire « je veux faire de la biochimie et de la nutrition », tout le monde m'a dit « mais tu coupes la branche sur laquelle tu assises, tu n'auras jamais de service ». J'ai été hospitalo-universitaire, j'ai vécu ma vie, mais je me suis battue pendant 20 ans pour imposer la nutrition. Et maintenant, ça commence à venir. Mais on arrive de loin, de très très loin, de la préhistoire. Parce que franchement, vraiment. Voilà. Merci Anne-Marie. Donc je suis là avec une double casquette. D'abord la casquette de l'amitié et du groupe, parce que je pense que ce que fait le docteur Mouisset, c'est remarquable et qu'il faut l'encourager. Mais je suis là surtout parce que je suis universitaire et chercheur et que mon rôle, c'est, alors que lui, il est vraiment au contact des patients et du malheur, de la douleur, de tout ce qu'il nous a expliqué, mon rôle, c'est de travailler en arrière pour leur donner du grain à moudre et pour qu'il ait des moyens de travailler. Et donc je suis là pour faire passer des messages de prévention surtout. Voilà, et puis pour aider, pour dire que la recherche, c'est pas seulement quelque chose d'abstrait, mais de très, très positif, enfin j'espère.